Bonjour, vous êtes bien sûr Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler cinéma, et notamment on va parler des préquels de Alien, réalisés par Ridley Scott. Donc la première des deux, c'est Prometheus, réalisé en 2012 par Ridley Scott. Au scénario, on a Damon Lindelof, John Spate. À la musique, on a Mark Streitenfeld. Comme acteurs principaux, on a Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Guy Pearce, Idris Elba. Voilà, c'est un film qui dure 124 minutes et qui est sorti en 2012. On va tout de suite aller à son budget de 130 millions de dollars. Pays d'origine États-Unis et Royaume-Uni. Format couleur, son Dolby, image 3D. Donc il a été tourné en 3D. Il est sorti en France le 30 mai 2012. Classification R aux États-Unis pour violence extrême, images dérangeantes et langage mature. Et en France, il est interdit qu'aux moins de 12 ans. Ce qui est peu. Mais le Starship Troopers avait bien été interdit aux moins de 12 ans alors que c'était une débauche de gore. Revenons-en à nous. Donc, Prometheus. L'action se déroule à la fin du XXIe siècle. L'équipage du vaisseau Prometheus, appartenant à la société Weyland, du nom du milliardaire qui l'a créé, part, sous les ordres de ce dernier, explorer le satellite naturel d'une planète lointaine, indiqué sur des pictogrammes archéologiques, dans l'espoir d'obtenir des réponses sur les origines de l'humanité. Les membres de l'équipage auront à faire face à un péril qui pourrait menacer l'espèce humaine. Ce film est prévu à l'origine en tant que préquel direct d'Alien le 8e passager de 1979, sur lequel je ferai un épisode bien sûr, le deuxième long métrage de Ridley Scott. Cependant, le scénario de Prometheus s'éloigne progressivement de la saga Alien, même s'il s'inspire beaucoup de celle-ci et se déroule dans le même univers. Il explique notamment les origines du xénomorphe. Il est surtout se relier à la saga Alien par sa suite, Alien Covenant, dont on parlera tout de suite après, sorti en 2017. Donc, l'histoire, et je veux pas vous la raconter, hein, je raconte que le synopsis à chaque fois, vous avez l'habitude maintenant. Les effets spéciaux sont quasiment invisibles, même si on sait que beaucoup de plans sont des effets spéciaux. Mais on les prend comme ils sont et ils deviennent quasiment invisibles. On n'a pas d'aliens, donc pas d'effets spéciaux au niveau des aliens. Par contre, on a les ingénieurs qui sont eux faits totalement en 3D pour des raisons simples, c'est que leur texture de peau est transparente, chose qu'il était impossible de refaire exactement vrai sans passer par la 3D. On peut arriver à une certaine transparence avec le silicone, mais ça reste quand même limité. Et pour l'animation, ils ont été obligés de passer par la 3D. Donc tous les plans où apparaissent ces fameux ingénieurs, ils sont en 3D. Donc on va quand même raconter le synopsis un peu plus détaillé. Dans un passé lointain, un vaisseau extraterrestre arrive sur Terre. Un être humanoïde y est déposé et s'y sacrifie en absorbant un liquide noir
sous l'effet duquel son corps se désagrège, répandant son ADN dans un cours d'eau. Flash. En 2089, l'archéologue Elizabeth Shaw et son compagnon, Charlie Holloway, découvrent sur l'île de Skye, en Écosse, une peinture préhistorique figurant un humanoïde désignant 6 étoiles, peinture quasi identique à des représentations picturales découvertes chez d'autres civilisations datant d'autres époques. En 2093, une expédition scientifique est organisée par la société Wayland, qui envoie un vaisseau, le Prometheus, Prométhée en français, et ses 17 membres jusqu'à une lune lointaine appelée LV223, est censé être l'endroit indiqué sur les représentations. Le voyage dure 2 ans pendant lesquels l'androïde David surveille le vaisseau alors que l'équipage est en biostase. À l'approche de la destination, David réveille les autres membres de l'équipage. Shaw et Holloway leur expliquent le but du voyage, explorer une planète probablement peuplée d'extraterrestres, qu'ils nomment les ingénieurs, qui seraient responsables de la création de l'humanité. Le vaisseau se pose près d'un immense dôme artificiel, et plusieurs membres de l'équipage explorent l'intérieur du bâtiment. Ils y trouvent le corps décapité d'un ingénieur, mort 2000 ans plus tôt, et une grande salle parsemée d'urnes ressemblant à un temple. Une statue monumentale y représente une tête d'humanoïde et des fresques étranges figurent notamment des xénomorphes. Une tempête qui s'approche les force à retourner au vaisseau. Shaw et Holloway emportent la tête de l'ingénieur, tandis qu'en cachette, David emporte une urne dans un sac. Le géologue Fifield et le botaniste Milburn, perdus dans le temple, sont forcés d'y rester en attendant que la tempête se calme. Sur le vaisseau, Shaw et la scientifique Ford étudient la tête. Elle est composée d'un casque qui recouvre une tête humanoïde de grande taille. Elle découvre que l'ADN est identique à celui de l'espèce humaine. Pendant ce temps, David ouvre l'urne et y découvre des fioles contenant un liquide noir. Sur l'ordre d'un homme caché dans le vaisseau, David infecte Holloway avec le liquide noir. Holloway et Shaw ont des rapports sexuels. On apprend à cette occasion qu'Elizabeth Shaw est stérile. Pendant ce temps, au temple, Milburn est attaqué par une créature ressemblant à un serpent. Exerçant une pression considérable, le serpent arrive même à lui casser le bras. Fifield coupe la créature en deux et est aspergé de son sang acide. Il tombe dans le liquide noir qui s'écoule des urnes. La créature s'introduit alors dans la bouche de Milburn et le tue. Une fois la tempête dissipée, l'équipage retourne au temple et y trouve le corps mutilé de Milburn. Parti de son côté, David découvre ce qui semble être le poste de commandant du vaisseau spatial, contenant une carte stellaire désignant la Terre, ainsi que le corps en biostase d'un ingénieur encore vivant, Holloway, infecté et en proie à des crises et des convulsions. L'équipage retourne en hâte au vaisseau. Vickers refuse de faire entrer Holloway pour éviter toute contagion. Malgré les cris de Shaw, Holloway supplie Vickers de le tuer, ce qu'elle fait avec un lance-flamme. Shaw se réveille ensuite à l'infirmerie où elle apprend qu'elle est enceinte de 3 mois, malgré sa stérilité et ses 2 années passées en sommeil. David lui apprend qu'il s'agit en fait d'une créature extraterrestre. Il veut la mettre de force en biostase pour ramener la créature en l'état sur Terre et l'étudier. Shaw parvient à s'échapper. Elle utilise une machine capable de procéder automatiquement à des opérations chirurgicales et fait extraire de son utérus une créature tentaculaire. En état de choc, Shaw découvre Peter Wayland confiné dans les quartiers de Vickers, qui s'avère être sa fille, donc Charlize Theron. Le vieil homme est resté secrètement en biostase, économisant le peu de vie qui lui reste,
Il explique vouloir utiliser la technologie des ingénieurs pour accéder à l'immortalité. Au même moment, le corps mutant de Fifield se présente devant le vaisseau, attaque l'équipage et tue un certain nombre de ses membres avant d'être abattu au lance-flammes par le capitaine Janek et son copilote. Janek suggère ensuite à Shaw que la planète a été utilisée par des ingénieurs comme base militaire dans le but de maîtriser leur arme biologique, le liquide noir. Une nouvelle expédition est lancée par Weyland, qui se fait doter de jambes en exosquelette pour l'occasion, pour réveiller le dernier ingénieur de sa biostase. Aussitôt réveillé, ignorant toute tentative de communication de la part des humains, celui-ci décapite David, tue Weyland ainsi que les autres personnes présentes. Seule Elizabeth Shaw en réchappe et parvient à regagner l'extérieur. Par radio, elle informe Janek et les pilotes Chance et Shaw et Ravel que le vaisseau extraterrestre compte se rendre sur Terre pour exterminer l'humanité. Alors que Vickers ordonne aux pilotes de rentrer sur Terre, Shaw les convainc de détruire le vaisseau extraterrestre qui s'apprête à quitter la planète. Les pilotes se sacrifient en jetant le Prometheus contre le vaisseau extraterrestre, tandis que Janek fait savoir à Meredith Vickers qu'elle peut quitter le vaisseau en s'éjectant pour aller récupérer son module de survie qui a été éjecté auparavant sur la planète. Le vaisseau des ingénieurs s'écrase alors au sol, tuant Vickers. Shaw est protégée par un rocher, mais à court d'oxygène. Elle retourne à l'épave du module de survie de Vickers et elle y retrouve, coincée dans une salle, la créature qu'elle avait auparavant extraite de son utérus et qui depuis a grandi de façon spectaculaire. L'ingénieur survivant réapparaît et attaque Shaw, qui ouvre alors une porte libérant la créature qui se saisit de l'ingénieur. Shaw s'introduit alors dans le vaisseau, écrasé pour récupérer les restes de David, toujours en fonctionnement. David lui indique qu'il existe plusieurs vaisseaux sur la planète. Elle lui demande alors de conduire à un autre vaisseau pour enfin s'échapper et rejoindre la planète où vivent les ingénieurs. Shaw veut comprendre pourquoi ils souhaitent détruire l'humanité alors qu'ils ont eu eux-mêmes créé. Au dernier plan, le corps inanimé de l'ingénieur dans l'épave du module de survie de Vickers se met à convulser, puis un xénomorphe s'extirpe de son thorax sous forme primitive qui évoque le début de l'évolution de l'espèce. Et voilà la fin de Prometheus. Donc, au final, le vrai méchant, c'est David, l'androïde, qui est joué par Michael Fassbender, qui est très bon dans ce rôle. Et donc, Guy Pearce aussi, qui joue Peter Weyland, maquillé dans ce film. Voilà. Donc ça, c'était pour Prometheus. Il y a eu plusieurs changements de rôle. Anna Thaoué, Nathalie Portman, Gemma Arterton, Karen Mulligan, Abby Cornish ont toutes été envisagées pour le rôle. C'est finalement l'actrice suédoise Noomi Rapace qui est choisie pour le rôle féminin principal, la scientifique Elizabeth Shaw. Le personnage est nommé ainsi en référence à une scientifique, compagne du docteur dans la série Doctor Who. Shaw est plus ou moins éloignée d'Ellen Ripley, la protagoniste d'Alien. Elle est complètement différente, c'est une scientifique très intelligente, elle est croyante, bien qu'il subsiste toutefois quelques similitudes entre elle et Ripley. Je ne crois pas que les gens la compareront à Ripley quand ils verront le film, ce qui est vrai. Charlize Theron et Vickers, une autre co-protagoniste que l'actrice décrit comme froide au début du film,
dont on découvrira la nature et la fonction véritable lors du troisième acte. Et Michael Fassbender incarne un androïde. Le tournage s'est déroulé au Royaume-Uni, au studio Pinewood, très connu, et au studio de Shepperton en Écosse, en Islande, dans les studios Pinewood Toronto, et en Espagne à la Ciudad de la Luz. Les arrière-plans extérieurs d'une grande partie du film ont été filmés dans le Wadi Rum, en Jordanie. En juillet 2011, le tournage de 2 semaines a lieu en Islande, notamment sur le site de Dettifoss, pour filmer les 15 premières minutes du film censé représenter une séquence des débuts des temps, selon Ridley Scott. Le score cumulé du film sur Metacritic est de 64%, 73% sur Rotten Tomatoes, 3 étoiles et demie sur Allociné, il y a des critiques positives qui disent dérangeant, perturbant et inattendu. Prometheus relie les angoisses d'Alien et les connecte à la symbolique de Blade Runner. Le résultat est aussi déroutant que fort. Ça, c'est pour les bonnes critiques. Les critiques mitigées, comme Le Monde, il n'est que constamment question d'atmosphère dans Prometheus. L'air est-il respirable ou non? L'ennui, c'est que le film en manque cruellement. Il ne reste plus rien de ce qui faisait il y a 30 ans la réussite d'Alien, son style unique, l'étrangeté qui flottait dans l'air, le confinement, la lumière glauque, la paranoïa, la personnalité d'Alan Ripley. Dans le rôle du bon petit soldat payé pour faire tourner la machine à cash, Ridley Scott suit sa feuille de route à visée purement commerciale. Sa mission, réactiver la licence Alien et donner au spectateur une copie de ce qu'il a aimé, ni plus ni moins. Et on a carrément le Nouvel Obs qui dit « Certains tombeaux ne devraient pas être profanés plus de 30 ans après Alien. Le crypto-préquel reboot Prometheus est un ratage colossal, nouveau symptôme d'une industrie alimentée par les franchises et les coûts marketing. » Alors, on peut être d'accord avec cette dernière critique, dans le sens où on n'apprend pas vraiment grand-chose. Oui, c'est les ingénieurs qui ont créé les humains et qui ont été infectés par les aliens. Mais pour l'instant, on sait déjà que la forme finale c'est l'alien, donc on devine à peu près tout ce qui se passe. Et c'est ça qui est dommage dans ce film. Pourtant, au box-office, aux États-Unis, il a rapporté 126 millions de dollars. Au Royaume-Uni, 39 millions. En France, il a fait 1 837 000 entrées. En Allemagne, 14 millions de dollars. Total, hors États-Unis, 276 millions de dollars. Et total mondial, 403 millions de dollars. Ce qui est bien, mais pas top, comme le dit dans La Cité de la Peur. Il a été nominé en 2013 pour les Oscars des meilleurs effets visuels. Donc une suite, Alien Covenant, est également réalisée par Ridley Scott en mai 2017. Toutefois, la 20th Century Fox a annoncé vouloir réévaluer la saga Alien après les mauvaises réactions des fans de la franchise envers Alien Covenant et les résultats du film au box-office. Dans un article intitulé « La saga Alien est-elle morte ?», le journaliste Geoffrey Crété, pour le site Écran Large, revient sur les raisons profondes du désintérêt croissant des spectateurs pour la franchise.
Il pointe notamment une promotion confuse de la part du studio, la 20th Century Fox, le manque de maîtrise des deux préquels dans l'esprit du réalisateur et des scénaristes, l'abandon de nombreux concept art qui révèlent des éléments répondant aux principales questions posées par beaucoup de spectateurs, et enfin la fragilité issue de la réécriture du script originel de Prometheus. En effet, le premier scénario de Jon Spaihts proposait une écriture où les ingénieurs projetaient d'annihiler l'humanité avec une armée de facehuggers et se raccrochaient au fameux space jockey du film original Alien. Ridley Scott, désireux d'étudier le sujet de la création au travers du personnage de David, a fait réécrire le film au service de cette nouvelle ambition, créant une impression profonde d'incohérence par rapport à l'univers précédent, avec notamment l'introduction de thématiques religieuses absentes de tous les précédents opus de la saga. Le capitaine Janet dit à Meredith Vickers que son concertina a appartenu à Stephen Stills. Satisfait qu'elle invite à la rejoindre dans sa chambre, il joue quelques notes et entame un couplet de sa chanson Love You One You With de 1970. Voilà, on va passer donc à Alien Covenant. Alien Covenant, c'est un film de science-fiction américano-britannique, encore une fois, réalisé et coproduit par Ridley Scott, sorti en 2017. Il s'agit ici du 6e film de l'univers d'Alien et du 3e réalisé par Ridley Scott. Il s'agit d'une suite directe à Prometheus, ainsi qu'une préquelle du film Alien, sorti en 1979. Le film met en scène Michael Fassbender, Catherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride et Demian Bichir dans les rôles principaux. L'action se déroule au XXIIe siècle, 10 ans après la disparition du Prometheus. Alien Covenant marque le retour du xénomorphe au cinéma, qui avait effectué sa dernière apparition en 2008 dans Alien vs Predator Requiem, très mauvais film. Le film raconte les origines du xénomorphe tout en introduisant une nouvelle espèce extraterrestre, le néomorphe. Alien Covenant a reçu un accueil positif de la part des critiques presse, mais a été décrié par la plupart des fans de la saga, qui réitèrent au film les mêmes reproches qu'à Prometheus, notamment qu'une intrigue peu convaincante et des incohérences majeures vis-à-vis de l'univers d'Alien, des situations et une psychologie des personnages irréalistes. Au box-office mondial, le film a rapporté environ 240 millions de dollars de recettes, ce qui lui permet de se classer à la 2e place des meilleures recettes de la saga Alien, derrière Prometheus qui avait rapporté 403 millions de dollars. Donc le double, quasiment. Donc ce film dure 122 minutes. Il a été tourné en couleur au format 2/35e, son DTS Dolby Atmos, Dolby Surround 7.1 et Auro 11.1, codec très peu utilisé. Il dure 122 minutes. Voilà. Les effets spéciaux sont réalisés par les mêmes entreprises que pour la première préquelle en Prometheus.
on va parler rapidement du synopsis. Durant la préparation de la mission Prometheus, Peter Weyland ordonne à un androïde de prendre part à la mission. Weyland se présente comme le créateur de l'être synthétique et lui explique que cette mission a pour but de connaître les créateurs des humains. Weyland demande ensuite à l'androïde de s'attribuer lui-même un prénom. Après avoir contemplé dans la pièce où il se trouve avec Weyland, l'androïde se tient devant la célébrissime statue de Michel-Ange. Il choisit alors David. Des années plus tard, en 2104, l'USCSS Covenant est un vaisseau spatial de la société Weyland-Yutani. À son bord, un équipage d'une quinzaine de membres, dont un androïde bâti sur le même modèle que David, qui s'appelle Walter, qui transporte plus de 2000 colons en hibernation et 1140 embryons humains. Le vaisseau vole vers Auriga 6, une planète habitable, afin d'y implanter une colonie. Après une éruption stellaire voisine, une avarie tue plusieurs personnes, dont le capitaine Jacob Branson. En reparant le vaisseau, l'équipage reçoit un message mystérieux provenant d'une planète inconnue. Cette planète, plus proche que la destination initiale du Covenant, présente aussi des conditions plus propices à l'installation d'une colonie. Contre l'avis de Daniels, premier officier et veuve Branson, Oram, le capitaine suppléant, décide de changer le plan de route du Covenant et d'aller enquêter sur cette nouvelle planète. Arrivée sur place, une équipe composée d'une dizaine de personnes est envoyée en reconnaissance sur la planète, tandis que le vaisseau reste en orbite avec les 3 premiers membres d'équipage. Ils finissent par localiser la source du message, l'épave du vaisseau d'origine inconnue, dernier vestige de l'expédition Prometheus venue 10 ans auparavant, et découvrent que la voix du message était celle du Dr Shaw. Dans le même temps, à l'insu de tous, 2 des membres de l'équipage sont infectés par un spore extraterrestre et commencent à être pris de convulsions. L'un d'eux, l'Edward, est ramené d'urgence à la navette pour être examiné, mais meurt rapidement lorsqu'une créature cauchemardesque s'extirpe de sa moelle épinière. Très agressive, celle-ci s'en prend ensuite au docteur Oram, la femme du commandant. En essayant d'abattre la créature, Faris, la pilote, tire par accident sur le réservoir de carburant de la navette, qui s'enflamme aussitôt. Les 2 femmes périssent dans l'explosion, tandis que les créatures arrivent de justesse à s'enfuir, et qu'une autre créature s'extirpe du corps du second membre infecté de l'équipage. Peu après, les 2 créatures, les néomorphes, attaquent le groupe et un autre membre est tué. Walter y laissant sa main gauche en voulant protéger Daniels. Ils sont sauvés par un homme encapuchonné qui se révèle être l'androïde David, unique survivant du Prometheus. David les conduit jusqu'à une gigantesque nécropole où il s'est établi. Il leur raconte comment il a survécu seul sur la planète pendant 10 ans, après que le docteur Elizabeth Shaw, seul autre rescapé du Prometheus, soit morte dans l'accident. Il est révélé également que celle-ci avait reconstruit l'androïde à la suite du désastre de la mission et que celui-ci l'aimait profondément. Un retour en arrière montre alors que David a tué la population de la ville, qui est devenue ensuite une nécropole, à l'aide de l'agent pathogène noir trouvé sur LV-223, et exterminé ainsi toute forme de vie animale, en somme de la viande, à la surface de la planète. Autrefois peuplée d'ingénieurs et d'animaux, celle-ci n'abrite désormais plus que des créatures hostiles nées de la fusion du pathogène avec l'environnement et est responsable de la décimation de l'équipage,
alors que les formes de vie végétales ne sont pas affectées par le pathogène. Quand l'équipage essaie désespérément de rétablir le contact avec le Covenant, un de leurs membres, Zanta, est tué par un néomorphe ayant réussi à s'introduire dans la nécropole. La créature est abattue par Oram, malgré les protestations de David, qui semble avoir une grande influence sur elle. Perplexe, le capitaine demande des explications à l'androïde. David fait visiter à Oram ce qui ressemble à l'atelier d'expérimentation biologique des ingénieurs. Le robot explique qu'il s'était mis à étudier seul les différentes mutations du pathogène, tout en développant un certain mépris pour les humains et une fascination pour les créatures extraterrestres. David montre à Oram différentes mutations de créatures, expliquant qu'il a essayé de comprendre celles-ci, au point d'en développer génétiquement de nouvelles versions, jusqu'à une expérience qui s'attendait à un dernier élément pour être complète. Oram suit ensuite David dans une salle contenant plusieurs œufs et sur ses instructions s'approche de l'un d'entre eux de telle sorte que celui-ci s'ouvre et qu'un facehugger, que vous connaissez tous, en émerge et s'accroche au visage d'Oram. Oram se réveille quelques minutes plus tard sous le regard de David et un xénomorphe émerge de sa cage thoracique. Alors qu'une navette de secours est en route après avoir capté leur signal, le groupe dans la nécropole est attaqué par les monstres. Le xénomorphe, qui a grandi très rapidement, tue Cole, un des soldats, tandis que le sergent Lope, chef de la sécurité, est assailli par un facehugger qui s'accroche à son visage et le brûle en l'aspergeant de sang acide. Daniels comprend que Shaw n'est pas morte à la suite d'un accident du vaisseau, comme le prétendait David, mais qu'elle a servi de cobaye à ses sinistres expériences. Elle est attaquée par David, mais sauvée in extremis par Walter, qui désapprouve les méthodes de son modèle. L'androïde laisse ensuite le choix à son semblable, servir au paradis ou régner en enfer. Les deux robots se battent. Daniel aide Lops à sortir de la nécropole. Ils sont rejoints en dehors par Tennessee, pilote du Covenant, venu à leur secours, et ainsi que Walter, qui émerge victorieux de son combat contre David. Alors que le groupe embarque à bord d'une plateforme volante, le xénomorphe les rattrape et menace de se faire écraser l'appareil. Daniel engage alors un combat dans les airs avec le monstre avant de le mettre définitivement hors d'état de nuire en le broyant avec la pince géante de la grue de bord. Ayant regagné le Covenant, les survivants décident de quitter la planète et de mettre le cap sur leur destination initiale, Aurigae 6. Mais bientôt, un autre xénomorphe s'extirpe du corps inconscient de Lope et tue les deux officiers de bord, Rick et Upworth, pendant qu'ils se battaient sous la douche. Guidés à distance par Walter, Daniels et Tennessee parviennent à attirer le monstre dans le hangar du vaisseau et réussissent à le tuer en le propulsant dans l'espace. Débarrassés de l'extraterrestre, Walter aide Daniels et Tennessee, les deux derniers humains rescapés de l'équipage, à se mettre en hypersommeil. Au moment où elle retourne dans son caisson, Daniels demande s'il voudrait bien l'aider à construire la cabane qu'elle projetait de faire avec Branson. Une fois arrivée sur Aurigae 6, devant l'incompréhension d'Android, elle réalise avec horreur qu'il n'est autre que David, qui a tué Walter et usurpé l'identité de son jumeau en s'étant sectionné une main, mais elle est précipitamment plongée en hibernation avant d'avoir pu tenter quoi que ce soit. Ayant pris les commandes du vaisseau, David régurgite 2 ans en prison de facehugger qu'il conservait en lui, puis les range dans la chambre froide contenant les embryons humains, et s'apprête à poursuivre ses expériences. Il émet un rapport radio annonçant que le Covenant a subi une violente éruption stellaire et qu'il n'y a plus que 2 membres d'équipage survivants, que l'ensemble des colos sont sains et saufs et que le vaisseau continue vers sa destination programmée,
Il masque ainsi tous les événements qui viennent d'avoir lieu et ses sombres intentions. Voilà, donc on apprend en fait que dans le premier et le deuxième film, le méchant, c'est bien l'androïde. C'est lui qui est à l'origine de tout. Alors j'espère que vous avez vu le film, parce que là je viens de vous spoiler tout, mais il fallait ça. Donc j'espère que cette chronique vous aura plu. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Et puis à très vite pour une nouvelle chronique sur le cinéma. Merci, à bientôt.